Bonjour et bienvenue pour ce premier atelier InDesign en confinement. J'espère que vous allez bien. Les conditions sont pas forcément idéales, mais au moins je suis plus en pyjama, ce qui est plutôt pas mal. Bon, et ben écoutez, on va se lancer? Allez, à tout de suite. Commençons donc avec le logiciel InDesign. Donc nous sommes donc sur l'interface principale. Le travail de InDesign, ça reste la mise en page, que ce soit du print ou du web. On travaille sur des cartes, des brochures, des dépliants, des magazines, des rapports de stage, des présentations d'appels d'offres. Le but principal d'InDesign, c'est de rassembler des ressources et des créations et de les mettre en page. On a également un logiciel très important, c'est le logiciel Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel qui va travailler sur les images matricielles. Donc quand je vous parlais de ressources, d'images, de création, ça va être travaillé à partir de Photoshop et aussi d'Illustrator que je vous montre juste après. Photoshop, c'est donc un outil de création. Et dans votre cas, ça va être pas mal de retouches photo, retouches de 3D, ce qui est très facile et beaucoup plus simple qu'une retouche photo. Accentuer cet effet réel de la 3D dont on a besoin et qu'on essaye de mettre en place à chaque fois qu'on va faire un rendu. Et enfin rapidement Illustrator, qui est donc un outil sur lequel on travaille pour des images vectorielles, c'est-à-dire des formes géométriques qui constituent toutes les images, donc des couleurs, des formes qui permettent l'agrandissement ou la diminution à l'infini. Et vous retrouvez cette notion de vectoriel dans tout ce qui est logiciel de plan, tout ce qui est AutoCAD, Archicad, etc. Ce sont des logiciels qui travaillent avec du vectoriel, donc c'est des traits, des objets géométriques qui vont être apposés et sur lesquels vous avez la possibilité de diminuer ou d'agrandir les formats et les échelles. Et vous n'aurez pas de perte de pixelisation, sauf si vous les exportez en JPEG où ils ne seront plus vectoriels. Vous l'aurez compris, ces trois logiciels sont complémentaires. L'important, c'est vraiment de savoir qui fait quoi et de ne pas mélanger les choses parce que ça va vous permettre d'éviter des problématiques futures, c'est-à-dire des problèmes de colorimétrie sur ce que vous imprimez, des problèmes d'export. Qu'est-ce qu'on exporte? On n'exporte pas pareil sur Photoshop, sur Illustrator, sur InDesign. C'est pas la même destination du rendu. Donc du coup, évidemment que chacun doit faire son taf et c'est grâce à ça que derrière on a un résultat optimal. Donc sur InDesign, il y a des choses qui sont importantes à savoir. On va faire comme si on créait un nouveau fichier. Donc là, on a une interface qui s'ouvre quand on fait ou pomme-n ou CTRL-N ou fichier nouveau, hein, ici. Et ensuite, vous avez toute une zone dans laquelle vous allez pouvoir entrer des données. Donc là, c'est l'unité. En général, vous avez des pixels pour le web, mais vous avez les centimètres et les millimètres selon la taille, le format du projet. Concernant les autres unités, ce sont des unités qui sont utilisées dans d'autres pays ou même d'autres corps de métier que je n'utilise pas moi personnellement. Vous avez la largeur et la hauteur de votre fichier. C'est important d'avoir exactement les bonnes dimensions, ainsi que son orientation, c'est-à-dire que les hauteurs sont plus grandes que les largeurs et l'inverse. On appelle ça aussi le portrait et le paysage. Le nombre de pages que vous voulez insérer, ainsi que si vous souhaitez qu'elles soient en vis-à-vis ou non. Le vis-à-vis est nécessaire pour l'impression, puisque vous allez avoir cette notion de face à face. Ici, c'est une notion de pagination, c'est-à-dire que si vous notifiez un 1 ici, la première page que vous aurez sera la page 1. Si vous notifiez un 5, ce sera la page 5. Il arrive que ce soit important quand on se partage un document à mettre en page et donc ne pas forcément faire de 1 à 5 mais du coup peut-être de 5 à 10 et donc la pagination automatique sera faite toute seule. Le bloc de texte principal n'est pas trop important, c'est-à-dire qu'en fait il va vous positionner un bloc de texte quoi qu'il arrive sur chaque page. Moi ça me gêne plus qu'autre chose, je ne le coche jamais. Je vais appuyer sur aperçu. C'est très pratique parce que du coup, je vois exactement ce que je vais faire. Les colonnes et les gouttières, ça va être de l'aide pour la mise en page. C'est-à-dire que ce sont des repères qui vont être positionnés là et qui seront transparents lors de l'impression. Et ces repères vont vous aider simplement à avoir toujours les mêmes écarts entre vos textes ou vos images.
Donc par exemple, là je décide qu'il y ait 2 colonnes, mais il pourrait très bien y en avoir 3, vous voyez. Et il y a aussi la taille, la dimension entre les différentes gouttières. Donc là c'est un petit peu forcé. En général, on est autour de 5 mm, 5-6 mm. Ça dépend le format et ce que vous souhaitez y faire. Par exemple, pour le livret de master, nous avons travaillé avec 2 colonnes et une gouttière de 6 mm. Voilà. Ensuite, concernant les marges, c'est cette zone qui est sur tout le tour. Cette zone-là, elle est très importante parce que ce soit en création, en pagination, il est important de ne pas avoir d'éléments trop importants dans cette zone-là. Donc là, vous allez définir quelle est la dimension de la marge que vous allez positionner. Donc là, par exemple, moi, je vais faire une très grande marge pour vous montrer. En général, elle est à 12 et quelques, à 12,6 de mémoire, en automatique. Moi, je la passe ou à 12, si on est sur du A4. Sinon, si on est sur de la fiche, on peut même monter jusqu'à 20 mm. Ça permet de se cadrer et de s'empêcher de positionner du contenu un peu partout. Ces 2 éléments ici sont très importants pour l'impression, en particulier les fonds perdus qu'on va pouvoir utiliser. En général, vous pouvez les mettre entre 2 mm et 5 mm maximum, pas plus. Ces 2 mm à 5 mm autour de votre fichier vont vous permettre, lors de la découpe, de ne pas avoir de zone blanche. Donc quand vous allez créer votre fichier, si vous avez des couleurs qui sont adjacentes au bord, vous allez volontairement les positionner sur le fond perdu, donc dans cette zone-là entre le rouge et le fichier. Lors de l'impression, il va se positionner des petits repères, et ces repères vont vous permettre de couper exactement où il le faut, et donc ne pas avoir de bord blanc. Les lignes de bloc, c'est encore autre chose, c'est plus pour de l'impression en particulier, c'est une zone dans laquelle vous allez pouvoir positionner du texte qui est à destination de l'imprimeur. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'utilise moi dans mon métier, mais c'est vrai que pour vous, ce ne sera pas forcément le cas. Pour continuer, je vais vous parler de l'espace de travail. Déjà, pour qu'on ait tous le même espace de travail, il est ici dans Fenêtre, espace de travail, la possibilité de réinitialiser les indispensables, et moi je travaille avec les indispensables classiques. Alors il y a eu une mise à jour en 2020 qui se veut intuitive avec des outils qui statistiquement seraient nécessaires pour certains blocs cliqués, etc. Et ce sera les indispensables ici. Moi j'aime pas travailler avec ça parce que généralement il me manque toujours celui que je veux, l'outil que je désire utiliser. Donc juste pour vous montrer, là vous voyez, en fonction du bloc que vous allez sélectionner, il va y avoir les outils qui pourraient être indispensables à votre survie. Et donc, voilà, ça c'est une zone de texte, voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'il me manque toujours quelque chose, donc j'utilise fenêtre, espace de travail, mes indispensables, et j'ajoute ces éléments-là qui ne sont pas dans les indispensables, parce que je les utilise particulièrement beaucoup, dans Fenêtre, et je choisis après derrière l'outil qui est important pour moi à ce moment-là. Ce que je vais vous montrer en premier, c'est l'outil Page, ainsi que l'outil Gabarit qui est au même endroit. Cet outil Page vous permet de voir en miniature tout ce que vous êtes en train de faire en plus gros sur votre espace de travail. Donc là, vous voyez, je suis à cet endroit-là. Si je veux être à un autre endroit, je double-clique sur la page et vous voyez que vous avez les paginations qui sont dessous. Vous avez les paginations qui sont un peu spécifiques ici, mais je vous montrerai comment les modifier dans un autre atelier. Ensuite, vous avez des gabarits qui sont très importants sur InDesign. C'est une zone de travail dans laquelle vous allez positionner des éléments qui sont toujours sur vos pages. Donc par exemple, je vais double-cliquer sur mon gabarit pour pouvoir y accéder. Et vous voyez ici, j'ai ma pagination que j'ai décidée d'une telle façon et mon pied de page qui va être constamment le même. J'ai plusieurs gabarits et donc ils sont affiliés à certaines pages. Vous voyez ici, c'est le gabarit B et donc le gabarit B, c'est une page, c'est une double page sur laquelle il n'y a pas de pagination et il y a quand même le pied de page. Donc là, vous voyez, on voit très bien sur nos pages en miniature. À des endroits, il y a donc le gabarit A. Ici, il n'y a pas de gabarit. Et le dernier gabarit que j'ai fait est un gabarit avec pagination, avec filigrane et pré-rempli pour pouvoir présenter les masters.
Dans les pages, vous avez la possibilité d'ajouter des gabarits sur des pages existantes, c'est-à-dire, par exemple, là on est sur le B, je vais cliquer, glisser mon gabarit à cet endroit-là. Il s'avère que le gabarit B était déjà sur cette page, mais si vous mettez le gabarit A, ce sera la même chose. Uniquement en cliquant sur une page, vous avez la possibilité de la déplacer. Et vous pouvez aussi sélectionner plusieurs pages grâce à Shift ou à majuscule. Et donc, tout en cliquant sur les pages, ensuite les déplacer à l'endroit que vous le souhaitez. Dans InDesign, vous avez plusieurs possibilités. C'est un logiciel donc qui va travailler autour des images et du texte. Donc, pour pouvoir intégrer des images, vous avez ce type d'encart-là, hop, avec une croix au centre, ce type d'encart-là, sans croix au centre. Celle-ci est faite pour la couleur et pour les éléments vectoriels. Celle-ci est faite pour les images. C'est important car quand vous exporterez vos fichiers, les profils colorimétriques ne sont pas pareils. Ensuite, il y a donc un encadré bleu autour de chaque bloc. Vous voyez? Quand on va y insérer quelque chose, par exemple un logo, on va y positionner, alors là je l'ai cliqué glisser, mais vous pouvez aussi faire fichier importer, et à ce moment-là vous allez à l'endroit où vous souhaitez le trouver. Donc là c'était ici, voilà, bam, ok. Donc mon fichier il est très gros, il va rentrer dans cette petite case. La petite case bleue est une sorte de fenêtre dans laquelle on va pouvoir voir uniquement ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite il y a donc les bords marrons, c'est-à-dire l'intérieur de chaque fenêtre, et donc là on ne les voit même pas, vous voyez, on les voit un petit peu ici, parce que mon fichier est beaucoup trop gros par rapport à ma fenêtre. On va le diminuer, hop. Alors là je le fais manuellement, c'est-à-dire que j'appuie sur Shift et je diminue pour garder l'homothétie et de ne pas déformer mon image. Si je ne fais pas ça, mon image va être déformée. J'utilise donc le bouton majuscule pour ne pas le déformer, agrandissement ou diminution. Il y a aussi des outils qui sont ici, qui sont très pratiques, que j'utilise tout le temps. Remplir le bloc proportionnellement ou ajuster le contenu proportionnellement, c'est-à-dire remplir le bloc proportionnellement, mon image va entrer à l'intérieur et va remplir la totalité de l'espace, même s'il y a des zones qui seront cachées. Si j'utilise celui-là, c'est la même chose, sauf que toute mon image doit être apparente, c'est-à-dire que du coup, dans mon bloc, il y a des zones de vide. D'accord ? Et donc là, on peut bien voir ma zone marron autour de mon image qui représente tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je recommence, magnifique, si je l'agrandis, ma zone marron est ici et donc la zone de mon image complète, et ma zone bleue reste uniquement ce qui est visible. Je vais juste vous donner une petite astuce. Quand vous appuyez sur W, vous avez directement un aperçu. C'est très pratique parce que c'est assez souvent qu'on travaille et qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça donne. Donc d'appuyer sur W, ça donne un aperçu assez franc. On enlève tous les repères, tous les guides, etc. Et donc on n'a plus aucune fenêtre bleue, marron, rose, etc. Ensuite, on travaille avec une souris noire qui est celle-ci. Donc cette souris noire, elle me permet de déplacer et de sélectionner des choses. Et ensuite, on va avoir aussi une souris blanche. Donc la souris blanche, elle va permettre de modifier le bloc bleu. Là, nous avons des petits points bleus qui se sont modifiés. Vous voyez, quand on est sur la souris noire, on est sur des points blancs qui ne sont pas modifiables. Et quand on passe sur la souris blanche, on passe sur des points qui sont différents. On désélectionne cette case et quand vous appuyez dessus à nouveau, vous voyez que les petits points sont devenus blancs et c'est uniquement dans cet aspect-là que vous pourrez les modifier de façon individuelle. C'est-à-dire qu'ici, il n'est plus question d'image, etc., mais il est surtout question d'agrandir la fenêtre et d'être assez libre pour le faire. C'est-à-dire que du coup, je peux, si je veux, juste modifier ma fenêtre pour ne rendre visible qu'un certain élément. Vous voyez ? Voilà. Il y a aussi la possibilité, dans le cadre des fenêtres un petit peu bizarres, de faire avec sa plume carrément une fenêtre
exactement comme on le souhaite. Donc vous voyez par exemple, là je vais copier mon image et je vais coller dedans mon petit logo InDesign. J'ai créé à partir de la plume une zone dans laquelle j'ai positionné mon image. Donc ma fenêtre est un petit peu spécifique, exactement comme je l'ai souhaité. Il y a donc aussi les blocs uniquement dédiés à la couleur et la vectorisation. Il suffit de sélectionner ce bloc et ensuite d'aller à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Pour lui sélectionner une couleur, j'ai double-cliqué sur la couleur. Elle est bien en premier plan, ça veut dire que c'est à elle que je vais donner cette couleur. Bam, je lui donne une couleur. Et ensuite, je vais appuyer une première fois, ça le met en premier plan. Appuyer une deuxième fois, ça me permet de lui donner une couleur et d'ouvrir en fait la fenêtre sélecteur de couleurs. Et j'ai donc ici, ce sont les mêmes choses, défini une couleur pour, vous voyez, on peut le voir un petit peu mieux. Alors attendez, on va lui mettre une épaisseur un peu différente. Hop, magnifique. C'est très très beau. On va peut-être le garder tout ça. Comme vous l'avez vu, ici, on va sélectionner les couleurs directement sur l'espace colorimétrique RVB, alors qu'ici, on va sélectionner les couleurs sur des nuanciers qui ont déjà été prédéfinis par vous, ou alors par InDesign, et à ce moment-là, c'est uniquement les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc enfin, je vais vous montrer la pipette qui, selon moi, est un des indispensables à connaître. La pipette, elle va permettre de récupérer une information et de la donner ailleurs. Donc là, par exemple, je vous ai préparé deux zones de texte. Si je prends cet élément-là, donc je vais prendre l'information. Pour le texte, je vais prendre la typo, la taille, la couleur, et je vais aller pouvoir la définir sur autre chose. Donc là, j'ai un autre texte, une autre typo, une autre couleur. Et vous voyez, quand je passe ma petite pipette dessus, on a un petit T qui se visualise. Si je ne suis pas sur le texte, on n'a pas de T, et si j'appuie ici pour donner cette information, ça va uniquement prendre l'information de couleur ou de contour. Pour le bloc de texte, ce n'est pas ce que je veux. Donc là, je vais me repositionner sur le texte, je clique, je glisse, et je vais donc donner l'information à ce texte pour qu'il soit identique. Pour pouvoir sortir de ça ou avoir une pipette neutre, on peut appuyer sur le côté ou alors sortir de l'outil et le reprendre. Là, par exemple, je peux aussi le faire avec un bloc de texte. Donc là, je prends l'information. Il va me prendre uniquement le contour et l'intérieur. Là, je vais essayer de lui donner cette information directement en le cliquant n'importe où sur le bloc jadis rectangle. Donc pareil, je le rends plus neutre. Et je peux également, donc il faut faire bien attention de ne pas avoir d'éléments sélectionnés parce que si vous sélectionnez un élément, je vais vous montrer, si vous sélectionnez un élément et qu'ensuite vous appuyez là par exemple, vous allez donner cette information directement à l'élément. Pour le coup, ce n'est pas le cas pour moi. Donc là, je vais vous montrer une dernière chose, vous pouvez aussi récupérer une information d'une image. Et donc, vous ne récupérez pas l'image, mais vous récupérez une couleur d'une image. Donc là, c'est uniquement la couleur que vous allez sélectionner, c'est très important parce que ça va vous permettre de garder une charte par exemple. Si vous avez importé une image, vous avez créé quelque chose avec une couleur, quand vous l'avez dans votre espace de travail, vous pouvez tout à fait la prendre, donc vous voyez, elle se positionne ici, et après l'injecter sur une autre zone. Comme je vous l'ai dit, vous avez les fonds et les contours qui se positionnent ici. Là, l'épaisseur de votre contour. Vous avez aussi un outil contour où vous avez beaucoup plus de possibilités. C'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas indispensables selon moi aujourd'hui, donc je vais continuer. Et les différents contours que vous pouvez mettre à un bloc, c'est-à-dire, par exemple, hop, magnifique. Manifestement, c'est ma journée. Je suis un artiste. Sur ces belles créations, je vais finir avec quelque chose qui est très important selon moi, ce sont les liens. Donc InDesign fonctionne d'une certaine façon et il faut le comprendre pour pouvoir l'utiliser. InDesign travaille donc pour de la mise en page, je n'arrête pas de vous le répéter, d'images et de textes. Afin d'éviter que la construction des documents soit ralentie par la taille des fichiers, on travaille avec des liens. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de mon fichier, mes images ne sont pas importées complètement. Il y a uniquement un aperçu de l'image. Là, par exemple, j'ai positionné deux fois
ce logo dans ma présentation à la page 44. Et j'ai aussi posé 2 fois cette photo à la page 1 et à la page 2. D'accord? J'en viens au fait que ces liens sont très importants. Si vous exportez vos fichiers et que vous n'avez plus les liens, vous aurez uniquement l'aperçu, c'est-à-dire une version très basse qualité de votre image. Ça veut dire quoi aussi? C'est que tout fichier déplacé va empêcher l'export de vos projets. Et surtout, bien ranger vos fichiers à la création de votre dossier InDesign. Donc pour résumer, les liens sur InDesign, c'est vraiment primordial de savoir comment ils fonctionnent et d'avoir un dossier dans lequel tous vos éléments seront. Et surtout à la fin de votre mise en page, ne trouvez pas super cool de ranger tout cet espace par nom, par ordre, machin, parce que tous vos liens seront morts. L'important, c'est de ne plus jamais toucher à ce fichier et donc, de base, commencer par quelque chose de rangé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner là. Voilà, on se revoit bientôt. Allez, salut!